les Anglais sont sur leur île et ils ont leur propre stratégie. Oui, voilà, parce que est-ce que c'est pas un peu, j'ai Non. envie de dire, l'ennemi héréditaire quand même, l'histoire de la France et Oui. l'Angleterre, bon, c'est pareil, c'est une longue histoire de conflits, Oui. de désaccords, etc. On a été presque alliés, j'ai envie de dire, mais par la force des choses, contre nature, à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième, mais finalement, quand on observe les siècles précédents... Oui, mais il y a aussi... on a une histoire commune quand même, mais Ouais. pas faite pas seulement de guerre, puisque on a une histoire culturelle en commun quand même. Les Anglais ont occupé la France, enfin le royaume d'Angleterre a occupé la France, mais Richard Cœur de Lion a passé toute sa vie en Aquitaine. Oui, bien sûr, il était à Rouen, enfin bon. Ouais, bon. Pareil qu'il détestait l'Angleterre en plus. Ouais, non, je pense que les relations franco-britanniques sont plus complexes que ça. Ouais. D'un point de vue anthropologique, si vous voulez, si tu veux, la France est centrée sur des valeurs d'égalité et de liberté. Anthropologiquement, le peuple français, enfin, le modèle qui a dominé, le reste, le modèle du centre a dominé la périphérie au bout de 1000 ans d'histoire et de guerre, de conflits. Et c'est le modèle du grand bassin parisien qui est libéral égalitaire. Les Anglais, anthropologiquement, sont libéraux inégalitaires. Donc nous partageons la valeur de liberté avec les Anglais, mais nous ne partageons pas la valeur d'égalité-inégalité. Nous sommes différents sur ce côté-là. Ils sont communautaristes, nous ne le sommes pas. En revanche, avec l'Allemagne, nous sommes carrément opposés. Les valeurs de la société allemande sont autoritaires et inégalitaires. C'est la famille souche. Donc il y a beaucoup plus de différences anthropologiques entre le peuple français et le peuple allemand qu'entre le peuple français et le peuple anglais. Avec les Russes, nous partageons la valeur d'égalité, mais nous ne partageons pas la valeur de liberté. Le peuple russe, famille communautaire, est anthropologiquement autoritaire, égalitaire. Vous voyez, donc nous avons en partage avec les Russes la valeur d'égalité, nous avons en partage avec les Anglais la valeur de liberté. Et avec les Allemands, nous n'avons rien en partage. D'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de la structure familiale. Donc je pense que les relations entre l'Angleterre et la France sont plus complexes que... Mais est-ce que les Anglais, ça les arrange pas quand même d'avoir une France trop forte non plus ou... Oui, bien sûr. Si vous voulez, la France, c'est un pays qui fait rêver tout le monde aussi. Il faut le dire sans forfanterie. La France est d'une beauté. Quand vous survolez la France à bord d'un avion de chasse, ce qui m'est arrivé assez souvent, quand vous le faites en basse altitude, c'est-à-dire à une vitesse de 800 km/h et à une altitude d'environ 200 mètres, une hauteur d'environ 200 mètres, que vous tracez une ligne droite de n'importe où à n'importe où, en moyenne, toutes les 6, voire 7 minutes, vous changez de paysage. C'est-à-dire que vous changez de relief, de végétation, de type d'habitat. En moyenne, toutes les 20 secondes, vous voyez un très beau château. La France est d'une diversité, d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle. Et je pense que ça fait envie un peu à tout le monde. Et le peuple français, anthropologiquement, est tellement diversifié que c'est le village gaulois, quoi. Donc, il faut composer avec tout ça. Et je pense que nous sommes un peu victimes de la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays. Faut le dire comme ça. Parce que, aussi, moi, alors ça, information que tu pourras confirmer ou infirmer, mais pour les États-Unis, il est quand même essentiel dans leur dispositif en Europe que la France soit quand même tenue. Ah oui, complètement. C'est oui, très important. Ah, mais la France est un pays... c'est un peuple d'hommes libres. Il faut lire des historiens comme Régine... je ne sais même plus son nom, décidément, j'ai oublié les noms. Ça date des Celtes, ça date de 2500 ans. La France est un peuple d'hommes libres, fondamentalement. Et c'est un peuple qui est difficile à mater. On y arrive parfois, mais quand ça va trop loin, il se rebelle. Par des sursauts, comme ça, des pulsions en général imprévisibles. Et bon, j'espère que ça va se produire assez rapidement. Le prochain sursaut va se produire assez rapidement. Mais oui, pour les États-Unis, bien sûr, il faut contenir la France. Ils ont déjà eu affaire à De Gaulle. Ils n'ont pas envie que ça recommence, si vous voulez. Et d'ailleurs, il faut lire je ne sais pas, on le trouve sur Internet, le télégramme diplomatique envoyé par l'ambassadeur Rifkin
à la fin à la fin de la première décennie du 21e siècle. Là, donc je crois que c'est un télégramme qui doit dater de 2008 ou quelque chose comme ça, 2007-2008, où il dit clairement qu'il faut que la stratégie américaine en France vise à détruire toute notion d'histoire, toute notion de racines, pour que le peuple français quasiment n'existe plus, soit coupé de ses racines et qu'il se sente américain. Et il décrit par le menu les choses qui fonctionnent dans cette stratégie. Ah oui. Non, je connais pas cette... Ouais, on le trouve sur Internet, bon, en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, on en trouve des résumés en français dans certains articles, mais on peut trouver le télégramme diplomatique en entier en anglais. C'est très clair. Ah, donc ça, c'est la stratégie américaine pour la France. Pour la France, c'est très clair. C'est exactement ce qui est en train de s'appliquer. C'est exactement ce qui à travers nos programmes scolaires, c'est exactement ce qui s'applique. Il faut que le peuple français disparaisse en tant que peuple. Pour les États-Unis, c'est clair. Ces Français sont trop turbulents, il faut les mater. D'accord. Pour comme ça, qui s'intégreront, on va dire, facilement à ce monde mondialisé qu'on leur propose, européanisé, euro-mondialisé, quoi. Voilà. D'accord. Parce que clairement, depuis, en plus, le siège de l'OTAN, c'est pas anodin, il était en France jusqu'à... Au départ, oui, il était à Saint-Germain-en-Laye, oui, jusqu'à ce que De Gaulle dise US go home. Voilà. On trouvait des bases, il y en avait partout. Il y en avait partout, voilà. Une base célèbre à Châteauroux, je crois bien. Oui. Châteauroux, Gros-Tanquin, Dreux, non, je crois, partout. Les bases américaines, il y en a partout. C'était partout. Donc il nous a rendu quand même un grand service, quand même, en les mettant dehors de Gaulle. Ah oui, bien sûr. Oui. C'était presque, j'ai envie de dire, salutaire, parce que sinon, ils sont revenus en force. Alors comment ils sont faits pour revenir en force? C'est quoi? C'est par l'Union Européenne qu'ils sont revenus par le... Bon, l'Europe existait déjà, le projet européen existait. Ils sont revenus à partir de Giscard. On peut peut-être même dire déjà des Pompidou. Mais Pompidou se présentait encore comme un gaulliste, mais avec Giscard, c'est clair. Giscard était un atlantiste, et donc avec Giscard, ils sont revenus. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ils ont craint qu'un sursaut souverainiste de la France, mais Mitterrand a plié au bout de 2 ans. En 83, il a fait le choix de la soumission. Voilà. Pourtant, on lui doit la célèbre phrase qu'aime beaucoup reprendre. Mais nous sommes en guerre contre l'Amérique, mais les Français ne savent pas. Sauf que De Gaulle n'aurait jamais dit ça, parce que De Gaulle ne se serait jamais couché. C'est bien beau à la fin de sa vie de dire voilà la situation. C'est comme le président américain qui a vendu, qui a trahi son peuple, Woodrow Wilson, et qui a donné les clés de la création monétaire à des banquiers privés, Carnegie, Rothschild, Rockefeller, tous ces gens-là, Morgan. À la fin de sa vie, il a écrit qu'il avait fait une grosse bêtise. Voilà, c'est ça. Mais trop tard. Il fallait pas la faire. Ouais, c'est un peu... Ah oui, donc en fait, depuis Giscard, Mitterrand, Chirac, il y a eu quoi? Chirac, il y a eu un petit sursaut. Un petit sursaut en 2003, on va dire, quoi, qu'il se l'a fait en Irak, c'est ça? Non, dès le départ, puisque quand il a relancé les essais nucléaires, souvenez-vous. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout le monde en a voulu. Un gros coup de gueule. Il y a eu un gros coup de gueule. Moi, ça m'avait bien plu. Je me dis, tiens, finalement, c'est pas mal. Et après, il y a eu 2003, et ça a été la dernière fois. 2003, ça a été... après 2003, c'était fini. Ouais. Parce que là, ce 2003, c'est quand même assez flagrant. La France refuse d'aller en Irak. Ça c'était flagrant. C'est quand même une grande décision politique. Et en 99 au Kosovo aussi, il y a eu un coup de gueule de Chirac. Puisque il y avait une réunion de l'OTAN, je crois. Oui, je crois que c'était une réunion de l'OTAN à Washington. Et les Américains, au début de la guerre sur le Kosovo, avaient deux plans en parallèle. Le plan OTAN et un plan spécifiquement américain. Parce que chaque jour, d'opérations aériennes, il y a un ordre de vol qui est distribué à toutes les unités qui participent, où toutes les missions sont décrites. Et donc, chaque unité lit dans le plan et dit « Ok, ça c'est pour moi » et prépare les missions pour l'exécuter le lendemain. Ça s'appelle un ATO, Air Tasking Order, c'est en américain, en anglais. Et donc, il y avait, pendant l'opération aérienne sur le Kosovo, il y avait 2 ATO. Un ATO pour l'OTAN et un ATO US Only, uniquement américain. Et ils ont commencé à bombarder les raffineries de Novi Sad et Pančevo. Et quand Chirac a vu ça, il était à Washington à ce moment-là, il a poussé un coup de gueule et il a dit si c'est comme ça, nous on quitte la coalition. La France quitte la coalition. Or,
la cohésion de la coalition était la vulnérabilité stratégique de la coalition. Donc il a obtenu à cette occasion d'avoir un droit de regard et de veto sur les frappes américaines. D'accord. On a quand même besoin de la France diplomatique. Non, mais je veux dire, quand la France est forte, et justement après ça, donc les Anglais étaient très jaloux évidemment, tout le monde était très jaloux que la France ait ce droit de veto, de regard et de veto, et les Américains ont dit plus jamais ça, on ne veut plus jamais ça. Ils étaient furax. Ils étaient furax. Ils étaient furax. Et Sarkozy, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il nous a fait réintégrer complètement l'OTAN. Dans le commandement militaire intégré. D'accord. C'est-à-dire on est avec tout le monde et puis les Américains donnent les ordres et nous on doit... C'est ça. Nous sommes dans la chaîne de commandement de l'OTAN. D'accord. Et est-ce que... Parce que clairement là maintenant, en fait on n'a plus le choix. C'est-à-dire que quand les Américains décident d'une opération, on est obligé d'intervenir, c'est ça? Alors, en fait, on n'est pas obligé. Oui. Les statuts de l'OTAN ne prévoient pas qu'il y ait obligation à participer à une opération extérieure. Il y a l'article 5 qui prévoit qu'en cas d'attaque d'un pays de l'OTAN, l'OTAN en entier se met au service de la défense de ce pays. Ça, c'est l'article 5, qui est de légitime défense. Mais pour des opérations extérieures, c'est chaque pays qui garde sa décision de participer ou non. Et là, il s'agit d'accompagner l'entrée de la France dans l'OTAN par la désignation du président de la République, d'un président de la République français soumis aux Américains. Donc ça a été Sarkozy qui a été désigné président de la République française par le bureau des affaires françaises à Washington. Je ne sais pas s'il existe, mais de toute façon... Ils ont un bureau des affaires européennes. Le processus décisionnel est à peu près comme ça, et Hollande, et puis on va voir quelle sera le futur, la personne qui sera désignée pour 2017 par le bureau des affaires françaises à Washington. Oui, parce que clairement, soyons clairs, justement dans cette politique, il y a eu continuité totale de Sarkozy à Hollande. Ah oui, oui, complètement. Absolument aucun changement. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà, on peut dire que là, c'est vraiment la continuité dans le changement, comme on est là, vraiment, on est dans la plus continuité totale. Donc la France reste complètement soumise. Alors, on a participé depuis, justement, maintenant à ces guerres, puisque 2003 on y a échappé finalement à la guerre d'Irak avec ce sursaut qu'on évoquait tout à l'heure. Sarkozy-Villepin, oui. Voilà. Mais depuis, on est complètement alignés, nous sommes complètement alignés sur la Libye, sur la Syrie, sur toutes les opérations menées par les Américains, sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Puisque nous avons déployé des rafales dans les pays baltes à un moment donné. C'est clair. Un peu comme aussi ce que les États-Unis font en déstabilisant certains pays d'Asie centrale. Voilà, on a vu au Kyrgyzstan, alors, on a vu la Géorgie aussi. Par le biais de l'islamisme, du terrorisme islamique. Ils avaient commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a une équation mathématique simple. Islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. D'accord. Ça a commencé sous Nasser avec les frères musulmans, qui ont été financés par la CIA, l'Algérie, Al-Qaïda, qui a été une créature de la CIA au moment de la guerre. Il faut bien le dire que Hillary Clinton l'avoue elle-même. Hein. Oui, mais c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique, hein, voilà. C'est le cas de Daesh, puisque le général Wesley Clark, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, le général Wesley Clark qui a été secure, qui a tenu le poste de commandant en chef opérationnel à Mons, donc commandant en chef opérationnel des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn,
qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? Non, c'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. Voilà, donc après on peut se poser la question de la lutte contre Daesh. Oui, voilà.